Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre capsule de Brochu en direct avec Monsieur Jean-Jacques Nantel qui va venir nous parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine et de l'implication de l'OTAN, des États-Unis dans ce conflit-là, surtout des États-Unis, parce que Monsieur Nantel va venir nous parler de, et je vous mets le titre, en Ukraine, les États-Unis affaiblissent tout le monde. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi M. Nantel. M. Nantel, bonjour. Bonjour. Bon, ben écoutez, vous avez déjà introduit le titre, c'est parfait. Écoutez, ce que je vais montrer aujourd'hui, là, c'est que Poutine a fait une grosse erreur, je l'ai déjà dit, il n'aurait pas dû changer les frontières. Il a donné un prétexte aux États-Unis pour mettre tout le monde dans le bain. Alors, les États-Unis, là, en Ukraine, ils s'opposent à la Russie. C'est eux qui fournissent la majeure partie de l'argent. Et les États-Unis, même affaiblis, même en déclin prononcé, ça va très mal aux États-Unis. Aujourd'hui, Biden, j'ai vu une vidéo, il répondait à la journaliste, puis le gars, il dit, est-ce qu'il est en train de se rebooter pendant qu'il parle, de dire qu'il est perdu, puis là, il revient bon. Même en déclin prononcé, même avec un Biden qui est complètement sénile, les États-Unis, qui sont une puissance maritime, sont en train de donner une leçon au monde. Ils leur montrent que grâce à leur contrôle des océans, grâce au contrôle de tous les points stratégiques, ils peuvent facilement contrôler et affaiblir de grandes puissances continentales, par exemple la Russie. Simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent sur les océans, ils s'organisent avec les puissances côtières, partout sur les océans, puis ils les financent pour qu'ils affaiblissent la Russie dans le cas de l'Ukraine. Quand Poutine a lancé sa guerre, lui, il pensait qu'il partait pour une petite guerre. Il n'appelait même pas ça une guerre. Il appelait ça une opération, comment est-ce qu'il appelait ça? Une opération spéciale. Parce qu'il ne voulait pas dire aux Russes qu'ils se lançaient dans une guerre. Les Russes, ils n'en ont rien à foutre de la guerre. Pour lui, c'était juste une petite affaire facile. Il allait régler le problème de l'Ukraine, même à intégrer l'Ukraine de force dans la Russie. Et ça n'a pas fonctionné parce que ça s'est vite transformé en une guerre entre l'OTAN et la Russie. Or, la Russie n'a pas d'allié véritable, tandis que l'OTAN, c'est très puissant. Alors, c'est devenu une guerre d'usure. Et ce qui est arrivé, c'est que les Russes ont pogné un os. Or, il y a le pape. Le pape, il y a des ambassadeurs partout en Europe, puis il sait beaucoup de choses, mais c'est pas un politicien. C'est un gars d'église, en fait. C'est ça que il fait sa job de religieux. Et il a dit à un moment donné, les Américains ont provoqué la guerre en Ukraine. Il l'a pas redit parce qu'il a dû faire taper ses doigts, dites pas ça, vous nuisez, bon, etc. Alors, mais le pape l'a quand même dit, c'était une espèce de n'oublie de vérifier avec les autres puissances. Mais il l'a quand même dit. Puis il l'a dit de façon, c'est très clair. Les Américains ont provoqué la guerre en Ukraine. Alors, c'est assez frappant. Biden, il a annoncé la destruction du pipeline Nord Stream si jamais les Russes attaquaient l'Ukraine. Le pipeline Nord Stream que Biden a fait détruire, il est là. Vous l'avez ici, là, entre la Russie et l'Allemagne. Puis la zone qui est marquée par un cercle rouge, c'est là où il y a eu les fameuses explosions que tout le monde se demande qui est-ce qui a fait ça. Alors, c'est dans cette région-là. Par contre, il est arrivé quelque chose, c'est qu'il y a deux, Nord Stream 1 comporte 2 tuyaux, puis Nord Stream 2 comporte 2 tuyaux, et non pas un seul pipeline. Il y a 4 pipelines en tout. Puis il y en a seulement 3 qui ont explosé. Or, ça veut dire qu'il y en a un, la charge explosive va pas sauter, et il suffit donc de remonter le pipeline, puis à un moment donné, ils vont trouver l'endroit où est la charge qui n'a pas explosé, puis ils devraient pouvoir identifier, en tout cas, avoir une bonne indication qui a fait ça. Mais puis si les Russes décident de le faire, eh bien, ils ont intérêt à le faire rapidement pour qu'on puisse savoir avant que les Américains, eux, ils savent où sont les explosifs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la guerre en Ukraine a commencé dès que le Nord Stream 2 a été complété. C'est assez frappant, je pense, c'est 2 jours après. Les Américains ont toujours été contre la construction du Nord Stream 2. Ils disaient que ça donnerait trop de puissance à la Russie.
Nord Stream 2, en faisant rentrer beaucoup de gaz à très bon marché en Europe, faisait que l'Europe serait devenue un allié de fait de la Russie et ça aurait beaucoup augmenté la puissance de la Russie. Alors, dès que le Nord Stream 2 a été construit, après toutes sortes de menaces des Américains contre ceux qui le construisaient, ceux qui collaboraient à ça, la guerre en Ukraine s'est déclenchée. Alors, c'est assez frappant comme phénomène. Et finalement, immédiatement, ça s'est terminé. Ils n'ont pas laissé construire le pipeline. Napoléon disait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il disait, ne dérangez jamais l'ennemi, ne l'interrompez jamais pendant qu'il fait une erreur. Les Russes ont fait l'erreur de mettre leur pipeline dans les eaux internationales de façon à ne pas payer de droits de passage, parce qu'il faut qu'ils paient des droits de passage partout où ils passent avec des pipelines sur le continent. Mais qu'en étant dans les eaux internationales, ben, ça donne accès à tout le monde. Alors, les Américains en ont profité. Alors, le résultat, c'est que les Américains ont laissé Poutine dépenser 20 milliards de dollars pour construire les 4 pipelines, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Puis dès que ça a été terminé, il n'y a jamais un mètre cube de gaz qui est rentré par Nord Stream 2 parce que la guerre en Ukraine a commencé, puis ils ont interdit l'importation, les Européens ont interdit l'importation de gaz russe comme réaction. Alors, il y avait seulement parmi ceux qui perdaient pas énormément en détruisant les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est les Américains qui n'avaient rien à perdre, qui avaient tout à gagner à faire sauter ces pipelines-là. Les Russes ont dépensé 20 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent pour eux, beaucoup plus que pour nous, parce que leur production industrielle est plus faible que la nôtre. Alors, c'était vraiment... Puis ceux qui avaient intérêt à le faire et ceux qui avaient la technologie pour le faire. Exactement, Monsieur Nantel. Et on a tout compris ici à Radio Infocité que ce sabotage-là de Nord Stream 1 et 2 prenait en otage l'Allemagne qui maintenant pouvait plus avoir directement le gaz russe. Et dans une crise énergétique qui s'annonce cet hiver, c'est clair qu'on enlève une option à l'Allemagne qui aurait dit « Wow, minute, là ». Puis les hommes d'affaires, d'ailleurs, en Allemagne, réagissent très fortement en ce moment parce qu'on comprend pas la logique de l'Allemagne de se priver d'une énergie aussi peu dispendieuse. Et l'autre fait qui dépasse l'entendement aussi, c'est que les Américains ont réussi à nous faire croire qu'on pourrait fournir l'Europe d'un autre type de gaz, les gaz liquéfiés, mais qui reviendront jamais au prix que les Russes peuvent l'offrir à l'Europe. Donc, il est très clair que l'Europe a tout avantage à continuer à faire affaire avec la Russie si elle veut avoir une énergie à bas prix. C'est très clair quand vous expliquez que les Américains doivent réussir à mettre un peu le chaos pour empêcher la Russie de prendre corps avec l'Europe. Ça devient très évident en ce moment avec Nord Stream 1 et 2 que les Américains cherchent de toutes les façons. C'est naturel que la Russie fournisse de l'énergie dans son pourtour et les Américains ne veulent pas ça parce qu'ils perdent le contrôle. C'est la puissance des puissances continentales, c'est qu'ils peuvent rayonner dans toutes les directions sur le continent. Alors, c'est ce que les Russes font. Ils envoient du pétrole et du gaz en Chine. Là, ils veulent en envoyer Et ceux qui créent le chaos, M. Nantel, en ce moment, c'est les Américains, c'est les Anglais, c'est c'est l'anglosphère qui est extra-européen, qui essaie de mener une influence qui va à l'encontre des intérêts des pays continentaux européens. Et de toute façon, les Européens, quoi qu'il arrive, les Européens vont recommencer à acheter du gaz russe pour la raison que vous avez donnée, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher que surtout le pétrole de gaz comprimé qui vient des États-Unis, qui est 3 fois plus cher, etc. Juste le transport, hein, M. Nantel, vous êtes un de ceux qui nous avait expliqué l'importance des gazéoducs, des oléoducs, et là que les Américains, on a réussi à vendre l'idée, mais là, on va le vivre, que cette idée-là est pas bonne. Juste penser le transport par bateau,
comment c'est plus cher traverser l'Atlantique, bâtir combien de bateaux pour remplacer un simple Nord Stream 1, c'est inimaginable. C'est pas seulement le coût, c'est le temps. L'Europe n'est pas équipée. Fait que là, ils sont partis pour au moins 2-3 ans, même en mettant tout le monde au travail, parce qu'il faut installer des détendeurs sur la côte européenne. Il faut que les Américains produisent le LNG, le gaz naturel liquéfié, qui fabriquent les bateaux, qu'ils amènent ça sur la côte européenne, où là, il y a de... Bon. Ça n'a pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre ça, là. C'est très basique, là. Bon. Donc, les Américains ont intérêt pour vendre du gaz comprimé au gaz liquéfié aux Européens. Ils avaient intérêt, ils avaient la technologie pour détruire Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et ils avaient la volonté de le faire. Tantôt, j'ai montré des droits pipeline. Vous savez, là, vous voyez l'adresse Internet qu'il y a là? Si les gens sont, on va la mettre dans la description de la vidéo. Si vous allez là, c'est très drôle. C'est une vidéo qui a été faite par quelqu'un qui a pris la déclaration de Biden qui dit si les Russes continuent leur attaque en Ukraine, on va détruire le pipeline Nord Stream. Puis ils en mettent plusieurs qui disent ça, qui viennent de l'administration américaine. Il faut arrêter ça, il faut nuire à la Russie, il faut détruire. Ben oui, c'est simple à comprendre. Et après, oui, mais dans la vidéo, allez voir ça, là, c'est intéressant. Absolument. Dans la vidéo, tout de suite après qu'il a mis tous les responsables américains qui disent qu'il faut détruire Nord Stream, là, ils mettent tout le truc qu'on voit dans les médias. Là. Ah, c'est évident que c'est la Russie, c'est sûr que c'est la Russie, c'est certain. C'est tout le temps les mêmes mots. Hein. Quand les gens parlent des complotistes, ils disent il n'y en a pas de complot, ça n'existe pas des complots. Ben, les complots, il y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, ils l'ont attaqué. Les Américains ont débarqué à Allende au Chili, ils ont débarqué Kadhafi. C'est tout le temps le même système. Puis là, ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est les Américains qui disent avant que ça se produise, ça n'arrivera pas. Le pipeline ne fonctionnera pas, on va l'arrêter. Comment vous allez faire? Ben ça, on verra. Puis quand ça a été fait, là, tous les mêmes responsables américains disent non, ça c'est pas nous. Ben non, c'est évident que c'est la Russie, ça peut seulement être la Russie. Puis tout le monde utilise les mêmes mots. Bon, c'est la même chose qu'ils ont fait pendant le COVID. C'est des réflexes conditionnés qui développent chez les gens. En tout cas, allez voir ça, c'est passionnant. Bon, en tout cas, en Nord Stream 2, le coût total des 2 pipelines pour les Russes, c'est entre 16 et 20 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent pour les Russes. Puis pourquoi faire sauter leur propre pipeline alors qu'ils ont le contrôle du robinet, puis qu'ils avaient déjà fermé les robinets? Alors, c'est de la sottise. Monsieur Nantel, l'autre chose là, que j'ai appris là, ces derniers jours, c'est qu'effectivement, Olaf Scholz, Emmanuel Macron et bien d'autres dirigeants sont complètement sous l'influence américaine. Leurs équipes de ministres et sont tous dans le système. Ils peuvent pas... qu'est-ce qu'on oublie là-dedans aussi, c'est que ces pays-là sont liés financièrement avec les Américains. C'est vrai. D'ailleurs, mais une remarque, c'est que les Américains... Adolf Hitler disait quelque chose d'intéressant. Il disait, quand il voulait se faire un allié de gens qui étaient réticents, parce que, bon, il se doutait bien qu'il allait faire n'importe quoi, alors, il disait, il faut les forcer à se compromettre. Et c'est ça que les Américains ont fait avec les Européens. Ils les ont obligés à se compromettre en disant que l'Ukraine, la Russie n'avait pas le droit de... D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit de changer les frontières de l'Ukraine. Puis là, les Européens ont commencé à dire, donc, il faut battre Poutine, il faut battre la Russie parce que... Puis là, comme ils s'étaient engagés, ils s'étaient compromis du côté américain, ben, ils continuent. Et tous les Européens, pas juste le pape, tous les Européens savent que c'est les Américains qui ont fait ça. Mais c'est leur réunion, leur alliance. Puis là, ben, ils se disent, on va essayer de compenser. Puis de toute façon, si on souffre, ça va être la population qui va en souffrir, pas nous. Alors, c'est ce qui se passe. Et, Monsieur Nantel, la seule chose que je peux quand même, je respecte votre point de vue là-dessus, quand vous dites que la Russie a envahi le territoire souverain de l'Ukraine, il faut quand même savoir aussi que dans le Donbass et dans ces régions-là russophones, à majorité russophone, depuis le coup d'État de Maïdan de 2014, il y a des exactions russophobes dans ces régions-là. Et quelques jours avant l'intervention russe du 24 février, on avait intensifié les bombardements du côté des Ukrainiens pour mener une opération.
Et c'est ce qui aurait forcé Poutine à intervenir C'est pour pour ça protéger les populations russophones. C'est pour ça que le pape a dit que c'est les Américains qui avaient provoqué. Quand vous avez une situation, c'est toujours facile de générer un problème dans un cas comme ça. Les Russes avaient dit très précisément ce qu'ils ne voulaient pas. C'est ça. L'Ukraine ne doit pas être dans l'OTAN, l'Ukraine ne doit pas discriminer contre les populations russophones. Ceci étant dit, vous avez parfaitement raison. Moi, je suis contre qu'on change les frontières des pays parce qu'il va y avoir des centaines de millions de morts si on fait ça à la grandeur de la planète. On doit faire respecter les frontières des pays. Par contre, il est tout à fait exact que la partie que Poutine a envahie, c'était peuplé par des Russes qui subissaient de la discrimination. Mais si on joue à ça, aller défendre les Russes qui sont dans l'est de l'Ukraine, ben on doit intervenir contre la Chine au Xinjiang, où ils agressent continuellement les Ouïghours, où on devrait intervenir au Tibet, où les Chinois ont carrément envahi le pays, ont tué des dizaines de milliers de moines dans les années 50, etc. Alors, si on commence à jouer à ça, moi, c'est parce qu'il y a une loi internationale. Alors, soit on la respecte, soit on la respecte pas. Mais si on la respecte pas, il va y avoir des centaines de millions de morts. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que tout le monde en est conscient sur la planète, que les États-Unis ont facilement pu réunir une coalition contre la Russie. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Poutine, il s'imaginait être parti pour une petite guerre facile. Il appelait ça une opération spéciale, puis il se retrouve devant une guerre d'usure où ils ont tout l'OTAN. L'OTAN est beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus riche que la Russie. Alors, vous avez effectivement deux légitimités qui se rencontrent, mais c'est ça le problème. S'ils voulaient arrêter la guerre, ce serait très simple. Il y aurait qu'à dire l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. On va avoir des gens spéciaux, des observateurs de l'ONU qui vont aller vérifier que les Ukrainiens massacrent pas les Russes dans l'est de l'Ukraine. Puis on a organisé un truc là pour satisfaire les deux parties. Les diplomates sont payés pour ça, sont très bons là-dedans. Ils sont toujours... Louis XIV disait, il n'y a pas un traité qui est assez bien écrit pour qu'on ne puisse pas faire dire le contraire de ce qui est écrit. Bon, alors c'est possible de le faire, c'est possible d'arrêter la guerre. Moi, je trouve ça complètement idiot de continuer à détruire les environnements, on en a besoin, on est en problème, et continuer à faire tuer des peuples, puis à forcer les gens à émigrer de pays qui sont en dépeuplement. C'est complètement fou. Alors moi, je suis contre que Poutine a envahi l'Ukraine, mais je suis surtout contre qu'il n'ait pas défendu les Russes du Donbass. Et en tout cas, j'aime pas cette guerre-là, je suis contre. Bon, mais ceci étant dit... Et une autre question, M. Nantel. Vous venez de me dire une Russie qui est pas très riche et un Occident très riche. Je vais vous faire juste quelques petits... l'endettement des États des pays de l'OTAN. Si vous me dites qu'ils sont riches. Ils étaient riches. Ah, merci. On l'est encore. Mais là, on a maintenu notre richesse depuis 2008 à coup d'endettement. En fait, depuis 2000. La France a 4 jours de munitions, de réserve s'ils tombent en guerre. 4 jours. C'est ça. Mais là, la Russie, il tire depuis combien de temps un peu partout? Poutine se prépare à ça. Vous dites que Poutine a été pris par surprise. Moi, je pense que depuis 2014, les opérations militaires menées, entre autres par le Canada de Mme Freeland et de M. Trudeau, des États-Unis et de l'Angleterre, faut pas penser que les Russes étaient pas au courant de ce qui se faisait là. Oui, mais bon, écoutez, on se comprend quoi. Dans cette guerre-là... Ouais, moi, monsieur, je remets en question la souveraineté. Quand vous me dites là que l'intégrité du territoire ukrainien était à ne pas discuter et que si on connaît un petit peu l'histoire de la région, cet État ukrainien-là existe pas depuis bien longtemps que ce que le Québec aurait existé, là. C'est l'Ukraine qu'on est en train de dépecer en ce moment. C'était pas on a essayé de nous faire croire que c'était une démocratie naissante. En droit international, il y a des choses qui sont de facto, c'est-à-dire de fait. C'est ça. Oui, allez-y donc. Oui. Et vous avez ce qu'on appelle de juré, c'est-à-dire juridiquement. Juridiquement, vous savez, quand l'Afrique a fait son indépendance, parce que les Européens se sont sauvés de l'Afrique. Oui.
à part quelques petites batailles qu'il y a eu au Kenya, là, il y a eu des révoltes, les Européens se sont sauvés, ils sont partis de l'Afrique. Et quand ils ont fait la première réunion panafricaine, la première décision que les Africains ont prise, ils ont dit, on vient de faire l'indépendance, on garde les frontières qui n'ont pas d'allure. Les frontières ont été dessinées par les Européens sans demander l'avis aux Africains. Ils ont dit, on ne fera pas ça parce que là, tout le monde va se mettre à s'entretuer. Alors, c'est ça que je veux dire. Juridiquement, on ne touche pas aux frontières parce que ça fait tuer du monde par millions. Puis, je reconnais, ceci étant dit, moi, je reconnais l'autre face. C'est-à-dire que comme les frontières ont été faites un peu partout sur la planète, notamment au Canada, des frontières droites qui passent à travers des plaines, puis bon, c'est n'importe quoi. Il faut qu'à un moment donné, on remembre les frontières sur la planète. Moi, je pense que ça va être fait par un dictateur ou par des dictateurs un peu partout. Mais normalement, les frontières à l'intérieur d'un pays, tiens, ça c'est intéressant, les frontières à l'intérieur d'un pays sont relativement bonnes d'ordinaire. C'est-à-dire quand ça vieillit depuis des décennies ou des siècles, ils ont fini par comprendre que, par exemple, en France, toute la région du Sud-Ouest est différente de la région de l'Île-de-France, c'est différent de la région de Marseille, puis ils ont c'est déjà divisé. Bon, ça, c'est l'expérience qu'il fait. Quand vous avez des jeunes pays, vous en avez eu beaucoup dans les Amériques, notamment au Canada, là, ils ont mis des lignes à travers les frontières des États aux États-Unis sont au droit un peu partout. Ça ne suit pas aucune logique géographique parce qu'ils ne suivaient pas une logique géographique, ils suivaient une logique politique sans même savoir s'il y avait des montagnes ou des rivières ou des fleuves. Ils traçaient les bons. Alors, je reconnais que les frontières sont mal faites sur la planète. Puis comme il faut sauver l'environnement, moi je suis contre les guerres, donc je dis il faut respecter les frontières, puis les frontières doivent être modifiées, c'est très difficile à faire. C'est ça que je pense que ça va être fait par des dictateurs. Fait que les deux points de vue sont solides. Moi, je trouve que les deux points de vue sont solides. Puis le mieux, ça serait qu'on s'entende pour mettre les frontières là où ils doivent être. Par exemple, en Éthiopie, l'Éthiopie, elle rentre avec des frontières droites à l'intérieur de la Somalie. Ben, l'Ogaden éthiopien, qui est cette pointe-là, c'est peuplé de Somaliens. Ben, ça devrait être en Somalie. La Somalie ferait un bel État complet. Bon, etc. Fait que ça, si on rentre dans changer les frontières à coups de canon, on aboutit à des catastrophes. D'où c'est comme ça que les Américains ont réussi à former une coalition aussi rapide. Les gens ont dit, une minute, ils n'ont pas commencé à jouer à ça. Les Européens ont fait tellement de guerres pour des frontières, n'importe quoi. Bon, maintenant, on parle militairement et technologiquement. C'est mon prochain point. La Russie a raté la révolution technologique de l'armement. Ils n'ont pas compris qu'il fallait baser ça sur ce que moi j'appelle, je ne suis pas tout seul, de la dématérialisation. Il faut enlever de la matière puis augmenter l'énergie. Alors, c'est le concept de la bombe atomique, par exemple, beaucoup d'énergie avec peu de matière. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est par l'information qu'on la fait. À l'Internet, on informe les gens, on envoie des drones, des satellites pour analyser ce qui se passe sur le terrain avant d'agir. Alors, ça coûte pas cher. Vous pouvez, la formation des soldats, en Ukraine, ils utilisent des adolescents qui font des jeux vidéo et qui utilisent des drones pour aller détruire des tanks russes. Alors, ça peut coûter 200, 300 $ pour un drone avec une bombe dessus pour détruire un tank qui a peut-être coûté $1 million à faire, ou 2 ou 3 millions, je ne sais pas combien. Mais le résultat, c'est que vous dématérialisez les attaques, dématérialisez la guerre, ce qui fait que vous pouvez concentrer beaucoup d'énergie au bon moment. Alors, la précision des missiles est importante. Puis, les Russes ne l'ont pas compris. C'est un problème qui est très, très, très vieux. Chez les Russes. Les Russes ont toujours, dans les guerres qu'ils faisaient jusqu'en 1945, en fait, c'était des guerres en mettant beaucoup de soldats, beaucoup de matériel, et ils appelaient ça le rouleau compresseur russe. À cette époque-là, les Russes avaient encore beaucoup, beaucoup de jeunes, puis ils pouvaient gaspiller. Alors, pour vous donner une idée, les Russes ont gagné la guerre, ils ont eu 26 millions de morts, alors que les Allemands qui ont perdu la guerre contre tout le monde était contre eux, ils en ont perdu un maximum de 10 millions. Alors ça, c'est la façon des Russes, ils envoyaient des soldats, puis des tanks, puis mettez-en toujours de plus en plus. Ils faisaient des tanks, des gros, les T-34, là, 1945, 42-45. C'était des gros tanks extrêmement forts, très faciles à construire, mais très pesants, beaucoup de matière, beaucoup de bombes, beaucoup de soldats, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Bon. Alors le résultat, c'est que les Russes pensaient comme ça. Et ils n'ont pas fait
ils ont raté la révolution technologique des dernières années, alors que les Russes, les Européens, les Américains qui font tout le temps la guerre, sont presque tout le temps en guerre, les Américains, eux l'ont suivi de près. En Ukraine, l'Ukraine est à côté de la Russie. Et ils ont refait la même erreur qu'ils ont fait en 1939 contre la Finlande. En 1939, Staline il a dit envoyez une armée là, rapidement, là, puis balayez-moi ça la Finlande, là, on va les repousser jusqu'à la mer Baltique. Et les Finlandais se sont défendus contre les Russes, puis ils ont perdu plus que 100 000 hommes, je pense même, c'est entre 100 et 200 000 hommes, les Russes. Là. Puis pourtant, c'était une période froide, mais les Finlandais se sont tellement bien défendus que les Russes ont fait la même erreur juste à côté de leur frontière qu'ils viennent de refaire en Ukraine. Ils y allaient pour un truc rapide les Ukrainiens, on va les battre facilement, puis ils ont attrapé un as, ils ont frappé un as. Alors, il y a également une autre chose qui est importante. J'ai parlé du rouleau compresseur russe, donc il parlait dans ces termes-là, au 18e, au 19e siècle, contre Napoléon jusqu'en 1945, le rouleau compresseur russe qui allait tout bousculer, puis qui allait tout détruire. Eh bien, la démographie russe a changé. Aujourd'hui, les Russes, là, c'est des familles d'un enfant par famille. La population est en diminution. Alors, les gens ne veulent plus se faire tuer. Faites tuer les jeunes dans une guerre. Et pire, faites tuer les jeunes en santé. Et pire, faites tuer les jeunes en bon état mental. Les fous, puis tous les gens, n'importe qui veut pas aller à la guerre, il y a juste à passer pour une minorité, là. Un fou, quelqu'un qui a les pieds plats, qui a eu la tuberculose, comme mon père. Mon père n'a pas fait la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il avait eu la tuberculose jeune. Alors, vous gardez tous les malades, puis vous allez faire tuer les gens en santé, puis les gens intelligents, puis les gens... Bon, en résultat, c'est que c'est une catastrophe, les guerres. Et les jeunes en Europe, ben, ils veulent pas aller... Les Russes, ils veulent pas aller tuer des Ukrainiens qui sont leurs cousins. Parce qu'en passant, c'est précisément ce que dit Poutine, que c'est des Russes, que l'Ukraine ne devrait pas exister. Alors, ils ont eu un gros problème avec ça. Un résultat frappant de cette guerre-là, c'est que les Ukrainiens ont perdu beaucoup plus de jeunes que les Russes. Les Russes, il y a quelques centaines de milliers qui se sont sauvés. D'ailleurs, là, ils viennent de fermer les frontières, fait qu'ils ne pourront plus se sauver pour éviter la guerre. Alors que les Ukrainiens, c'est par millions. Puis l'Ukraine est également un pays en diminution. Alors, c'est une catastrophe pour les deux pays. Et toute la guerre se fait en Ukraine. C'est l'Ukraine qui est dévastée. C'est l'Ukraine qui va avoir ses environnements pollués. C'est les villes d'Ukraine, les barrages de l'Ukraine. Puis comme je vais le dire un peu plus tard, tout ce qu'ils sont en train de détruire en Ukraine détruit les environnements et ne sera pas reconstruit par autrui parce que le reste du monde, on avait parlé tantôt, est en dette. On rentre dans une crise, puis on n'aura pas d'argent pour aider l'Ukraine à se remettre debout. Alors, ils sont en train de détruire l'Ukraine des deux côtés. Hein. Alors, c'est le territoire ukrainien, c'est pas le territoire russe qui est affecté. Alors, une façon dont autant les Ukrainiens que les Russes font pour faire cette guerre, ils utilisent des mercenaires. La Corée du Nord a loué, c'est pour faire de l'argent, 100 000 soldats à la Russie pour aller se battre au Donbass, ou en tout cas pour faire de la logistique, enfin n'importe quoi qu'il faut pour aider l'armée, mais 100 000 Nord-Coréens qui sont loués par leur président de la Corée du Nord. Alors, c'est des mercenaires. Il y a des mercenaires qui viennent de Tchétchénie, qui viennent des anciens pays de l'URSS, qui viennent aider les Russes, moyennant finance. Et du côté ukrainien, ben, il y a toutes sortes de monde. Il y a beaucoup de spécialistes occidentaux qui sont là, mais il y a également des soldats qui vont en Ukraine, qui sont payés pour se battre à la place des Ukrainiens parce que les deux côtés manquent de soldats. La logistique, c'est très facile. Pour la logistique, c'est tout ce qui sert, tous les camions, les trains, tous les systèmes qui permettent d'approvisionner une armée en mouvement. Parce qu'une armée qui quitte son territoire, ben, elle rentre c'est l'équivalent d'un désert. C'est même plus dangereux qu'un désert parce qu'il y a des partisans qui attaquent vos camions, vos trains. Alors, la logistique, c'est tout ce qui permet d'amener du matériel, de la nourriture, des munitions aux gens qui sont en train de se battre. Et c'était facile pour les Russes, c'était juste à côté. D'ailleurs, c'est un territoire russe. Ils se battent en Russie, en fait, comme on disait tantôt. C'est la partie russe de l'Ukraine. L'amirauté russe s'est dit, bon, on va être parmi des Ukrainiens, on va se faire nourrir parmi des Russes, on va se faire nourrir par eux, etc. Ben là, ils se sont mis le doigt dans l'œil parce que ce qui est arrivé, c'est que le mépris des Russes pour la logistique, dans ce cas-là, était une erreur.
ce qu'a fait l'OTAN, et ça c'est assez intéressant, parce que c'est l'OTAN, hein, c'est pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils font partie du groupe qui se battent contre les Russes. C'est que c'est des experts probablement américains qui l'ont dit. On dit, regardez, les Russes, ils s'avancent, passer dans le sud, passer la rivière, le Dniepr. Puis quand vous avez un grand fleuve comme le Dniepr, c'est un très grand fleuve, ça prend des ponts pour le traverser. Alors, ce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de ponts dans la région de Kherson, là, dans le sud, et c'est là que se produisent des combats présentement. Mais pour attirer les Russes dans un guet-apens, ils ont dit, les Russes ont passé du côté nord du fleuve Dniepr, puis on le voit là, dans la zone rose qui est à gauche du fleuve, ils sont enfoncés dans cette région-là, mais ils ne pouvaient pas alimenter leur armée facilement à travers le Dniepr. Alors, ce qu'ont fait les Ukrainiens, ils ont laissé s'éparpiller au nord du Dniepr, puis ils ont dit, on va prendre Kherson. Ça, c'est notre objectif. On fonce, on va aller prendre Kherson. Alors, les Russes, le sachant, ils ont ramené une grande partie de leurs soldats vers Kherson, puis ils ont évidemment dépeuplé les territoires militaires qui occupaient au nord de la rivière Dniepr. Ce qui fait que c'est là que les Ukrainiens, quand ils ont fait leur contre-attaque, ils ont attaqué à 10 contre 1 dans la région qui était... Et les Russes, ils étaient obligés de se sauver parce qu'ils étaient mal alimentés, ils étaient mal équipés, ils étaient moins nombreux parce que l'essentiel de l'armée avait été ramené dans la région de Kherson. Vous avez également dans le nord-est complètement, là, c'est à droite du fleuve Dniepr, c'est là que parce que les Russes avaient déplacé leur armée vers Kherson, c'est là que les Ukrainiens ont fait leur contre-attaque puis qu'ils ont gagné du terrain dans le nord-est là, de l'image. Alors, ça a fait mal paraître les Russes. Puis là, la guerre, maintenant, elle se produit au niveau de Kherson, parce que ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont 4 sources d'armement extrêmement importantes. D'abord, ils ont l'Ukraine elle-même, qui avait déjà des armements. Ils ont ensuite toutes les armes auxquelles les Ukrainiens sont habitués, qui viennent de l'ancienne URSS, qui leur ont été données par tous les pays de l'ancienne URSS, la Pologne, la Tchécoslovaquie, tout ça, ils ont envoyé leur rossignol, tous les vieux trucs. Puis les Ukrainiens savent utiliser ça. Alors, ça fait une deuxième source d'armement. Troisième source d'armement, ça vient de la Russie. Quand les Russes se sauvaient, ils laissaient leur armement là, ils laissaient tomber les tanks, puis ils se sauvaient. Et la quatrième source, qui est beaucoup plus importante, c'est les armements extrêmement sophistiqués qui viennent d'Occident. L'Occident, comme on est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riches que la Russie, on a toujours mis beaucoup plus, surtout les États-Unis, ils font des dépenses gigantesques. Les États-Unis, à eux tout seuls, en tout cas c'était vrai l'année passée, dépensaient plus que les 10 puissances suivantes sur la mer réunies. Alors, les États-Unis dépensaient plus pour l'armée que les 10 puissances suivantes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la démocratie, M. Nantel? Voilà. Mais un des avantages, il y a beaucoup de vols, en passant, il y a beaucoup de vols aux États-Unis là, quand ils font des recherches pour améliorer l'armement. Des fois, ils découvrent que, c'est déjà arrivé ça, ils découvrent que dans les factures qu'ils présentaient, une vis valait 5 000 $. Il y avait beaucoup de vols. Mais ça en demeure pas moins qu'au niveau technologique, les Américains sont très en avance. Les Russes suivent, mais ils sont tout le temps en retard. Il y a des domaines où les Russes sont en avance. Mais alors le résultat, c'est que les Américains ont donné, puis tout le reste de l'OTAN, qui se sont équipés avec des armements américains. Les armements français, là, pensons les chars Leclerc. Puis enfin, il y a des choses où les Allemands sont très bons pour les canons, etc. Alors, l'Ukraine a reçu des armes très avancées qui étaient meilleures que les armes russes. Puis autant en quantité qu'en qualité. Alors évidemment, les gens disent les Ukrainiens, c'est fantastique ce qu'ils font. Ben non. Quand comment est-ce qu'il s'appelle Cortés a attaqué Montezuma, le Mexique. Le Mexique avait des millions de soldats. Il a attaqué avec 300-400 soldats, plus évidemment tous les ennemis des Aztèques. Puis il a détruit l'Empire aztèque très facilement parce que ses armes étaient supérieures. Et c'est ça que font les Ukrainiens. Ils ont beaucoup d'armes qui leur sont fournies et de très haute qualité. Parce que le but, c'est les Américains, ils ont dit, on va transformer ça en guerre d'usure, on va user les Russes, on va les faire extrêmement mal paraître, juste à leur porte de ne pas être capable de vaincre un petit pays.
Alors, le résultat, c'est que les Ukrainiens ont un gros avantage technologique et militaire sur les Russes à cause de ça. Ils ont des quantités folles de... Puis tout le monde... L'Ukraine aurait reçu, je pense c'est là, jusqu'à maintenant, j'en parlerai plus tantôt, mais ils ont reçu énormément d'une grande partie de leur PIB, je pense que c'est plus que 50%, on va voir tantôt, de leur PIB en aide militaire. Alors, c'est énorme. Ils ont reçu plus d'aide en valeur, point de vue militaire. Non, c'est l'aide totale que les Russes en ont pour leur armée. Alors, ça vous donne une idée. Les Ukrainiens sont très, très bien organisés pour faire mal paraître les Russes. Du côté des Russes, ils reçoivent évidemment des armes de la Russie même, qui fait longtemps, c'est une grande puissance. Ils ont également des choses qui leur viennent de Chine, qu'ils peuvent acheter parce que les Russes sont en surplus au niveau économique, au niveau de, ils n'ont pas de dette. Et vous avez également des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran. L'Iran leur a fourni des drones. Alors, tout ça a fait que les Russes sont moins bien équipés en quantité et en qualité que l'Ukraine. Poutine, qui était parti pour une petite guerre facile, il a réalisé qu'il s'était fait attirer dans une guerre d'usure. Puis qu'il ne peut pas la gagner parce que l'Occident, c'est plus fort, plus riche, mieux équipé que la Russie. Et il a surtout découvert que l'armement occidental, pas dans tous les secteurs, mais l'armement occidental en général était meilleur en quantité et en qualité que l'armement russe. Alors, le coût de la guerre est énorme. Entre le 24 janvier 2022 et le 3 octobre 2022, ça c'est pas longtemps, là, l'aide totale à l'Ukraine, je l'annonçais tantôt, a été de 105 milliards de dollars, alors que le PIB de l'Ukraine est de 156 milliards de dollars. Autrement dit, ce qui est envoyé entre janvier et octobre, c'est le 2/3 de tout ce que l'Ukraine produit dans une année. Ah, c'est énorme, c'est une aide énorme. Puis il y en a d'autres qui suivent. Là. On parlait de 10 milliards aux États-Unis, enfin, il y a d'autres. Monsieur Nantel, c'est une aide, mais c'est une dette qu'ils vont devoir aussi. Là. C'est pas il y en a qui sont donnés. Là. Il y en a qui sont, oui, c'est vrai, mais il y en a qui sont donnés. De toute façon, l'Ukraine ne paiera pas. Vous savez que les Russes n'ont jamais payé aux Américains la dette qu'ils ont contractée à la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains envoyaient des camions, des tanks, ils envoyaient des jeeps, ils envoyaient toutes sortes de matériel aux Russes pour battre les Allemands. Puis quand ça a été fini, ben les Russes ils ont dit, nous autres, on a payé par 26 millions de morts. Vous en avez eu 400 000 dans tous les théâtres d'opération. Alors, on ne paiera jamais, ils n'ont jamais payé. Ils ne paieront pas. L'Ukraine est un pays qui va être détruit, qui va être, tout va être pollué, tout va être la population qui fout le camp, il y a une grande partie qui ne reviendra pas. Personne ne va pouvoir les aider. Là, ils les aident parce que c'est avec des dettes. Hein. Tout ce qu'on fait en Occident depuis 20 ans, c'est fait avec des dettes, là. C'est tout du gaspillage, puis à un moment donné, ça va nous tomber dessus. C'est la crise dont je parle dans les autres vidéos que je fais à travers celles que je fais sur l'Ukraine. Alors, le budget militaire russe il a été augmenté en tout cas, il était à 68 milliards en 2021. Il a été monté à 91 milliards, ça c'est le chiffre officiel, en 2022. Alors, vous avez 91 milliards de dollars que la Russie utilise pour ses armements, alors que l'aide totale à la Russie était de 105 milliards. Alors déjà, les Ukrainiens ont un budget, évidemment, c'est l'aide totale à l'Ukraine, mais ça ne change rien, là. Les Ukrainiens ont une aide qui rentre, qui continue d'augmenter, qui continue. Alors, les Russes se sont fait attirer dans une guerre d'usure, puis ils l'ont compris. Poutine, il sait que ce sont les États-Unis qui ont détruit les pipelines Nord Stream 1 et 2, parce qu'il sait très bien qu'ils veulent empêcher la Russie de recommencer à faire des livraisons à l'Allemagne pour arrêter la guerre. Parce que la seule solution pour les Allemands puis l'Europe qui s'en vont vers une immense crise à cause que le gaz russe ne rentre pas, la population a déjà commencé à se révolter un peu partout dans l'Europe, puis l'hiver n'a même pas commencé. Alors, quand les populations vont être en effervescence partout en Europe, ben la solution pour l'Europe, ce sera de dire, OK, on arrête la guerre en Ukraine, on va aller s'asseoir, on va aller négocier. Mais là, ils ne peuvent plus le faire parce que les Américains ont fait sauter 3 des 4 pipelines. Alors, c'est les Américains qui ont fait ça pour empêcher que la guerre ne finisse rapidement par une espèce que les Européens se rendent, OK, on n'est plus capable. Bon. Alors, c'est clair, c'est une autre raison pour laquelle
les Américains ont fait ça. Alors, la Russie, elle cherche, c'est ça qu'essaye de faire Poutine, il essaye de faire la paix. Il réalise qu'il a fait une erreur, il réalise que son poste est en danger, il réalise que le prestige de la Russie est en danger. Ça paraît très mal, c'est une vraie catastrophe. Alors, Poutine essaie de faire la paix sans perdre la face, en faisant la grosse puissance, puis bon, ben finalement, on a protégé les Russes du Donbass, c'est ça l'idée. Mais ils reculent sur tous les fronts parce qu'ils ont du mal. Leurs soldats veulent pas se battre, ils sont pas assez nombreux, ils se sauvent pour éviter puis ils ont des armes inférieures, puis ils le réalisent. Alors, le résultat de tout ça, c'est que Poutine, il fait des offres. Par exemple, il a dit, je suis prêt à recommencer, il me reste un pipeline sur 4 au Nord Stream 2. Il y en a un sur 4 qui n'a pas été touché. Alors, je suis prêt à recommencer immédiatement si vous voulez avoir du gaz. Mais évidemment, s'ils ne se dépêchent pas, ils vont faire sauter le 4e en accusant bien sûr la Russie. Alors, il y a déjà eu des ententes en passant. La guerre, la paix est déjà signée entre les Russes et les Ukrainiens sur des sujets vraiment étonnants. Le pipeline russe qui traverse l'Ukraine pour livrer du gaz à certains pays européens, il continue de couler en plein milieu de la guerre. Les Ukrainiens continuent de profiter du pétrole qui passe par l'Ukraine et les Russes continuent d'exporter à travers l'Ukraine. Ah non, il me semblait qu'ils voulaient s'entretuer à coups de bombes atomiques. Ben non, ils se sont entendus pour le pétrole. Ils se sont également entendus dans le sud, en pleine zone de guerre, pour que le blé ukrainien et le blé russe puissent être vendus aux pays du tiers-monde. Fait qu'autrement dit, la paix est déjà en partie signée. La seule raison pour laquelle ça se continue, c'est parce que les Américains, les Russes attendent que l'Europe étouffe pendant l'hiver. Les Américains se sont arrangés pour que l'Europe étouffe de toute façon, parce qu'il n'y a pas assez de pétrole qui va rentrer. Alors, il n'arrête pas de faire des offres Poutine, mais en jouant celui qui n'est pas énervé, mais il se rend très bien compte qu'il a fait une erreur, qui est pris dans une guerre d'usure. Puis à la guerre, quand il y a une guerre d'usure, c'est toujours celui qui a le plus de soldats, qui a la plus grosse armée, qui a les plus gros budgets militaires qui gagne. C'est tout le temps comme ça, c'est de l'usure. C'est même pas de la finesse, là. Ils se rentrent dedans, c'est ce que les Russes ont toujours fait, d'ailleurs. Puis cette fois-ci, ben, les Russes sont en mauvaise position. Alors, il y a une tactique russe, tactique possible. Moi, c'est ce que je pense que les Russes pourraient faire. Ils pourraient continuer à jouer les matamors. On est une grande puissance, puis bon, ben, on va régler le problème. Bon, ils attendent évidemment l'hiver qui va les aider à faire plier les Européens. Une autre chose qu'ils pourraient faire, les Russes, c'est se replier derrière, c'est dans la partie sud, ça, derrière le fleuve Dniepr, puis d'empêcher, pour nuire à l'Ukraine, d'empêcher tout commerce sur le Dniepr. Alors ça va nuire énormément à l'Ukraine. C'est facile à défendre parce que c'est un grand fleuve, puis il suffit de faire sauter les ponts sur le fleuve, puis là, ben, les Ukrainiens auraient de la difficulté à attaquer les Russes. Puis là, ça serait avec des bombes intelligentes, ces choses-là, puis les Russes en ont également, puis là, ils commencent à attaquer des drones, puis ils deviennent autrement dit, ils pourraient stabiliser les fronts, les Russes, en attendant que l'hiver force les Européens à se rendre. Et là, évidemment, ils se battraient pour la ville de Kherson, où il y a trois ponts importants. Kherson est sur le rive nord du Dniepr. Alors, les Russes ont commencé à évacuer leur population, la population qui est à Kherson, et de façon à laisser entendre que si jamais ça allait trop loin, ben, ils pourraient utiliser ce qu'on appelle des armes nucléaires de théâtre, c'est-à-dire qu'ils détruisent des villes, mais pas des pays entiers. C'est pas Hiroshima, c'est des petites bombes atomiques qui détruisent toute une concentration de tanks, etc. Alors, ça, c'est la façon de montrer qu'ils sont encore puissants. Ils pourraient également, évidemment, sortir tous leurs équipements, arrêter de faire l'erreur qu'ils ont fait, là, de mettre des équipements sur la rive nord du fleuve Dniepr, et ramener derrière le fleuve. Alors là, c'est une façon de stabiliser les fronts, puis de détruire les ponts, si jamais ils quittent Kherson, détruire tous les ponts qui existent sur le Dniepr. Alors, c'est très difficile de traverser un fleuve quand tout le monde est informé. Les Russes ont des satellites. Tout le monde a tout le monde sait ce que tout le monde fait présentement. Alors, ils pourraient continuer de détruire les infrastructures de l'Ukraine, ce qui est extrêmement dommageable pour les Ukrainiens. Et ça, quand vous détruisez les ponts, les centres, les réseaux, les centres ferroviaires, les nœuds routiers, les ponts qui passent par-dessus les routes, etc., ben là, vous nuisez à ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire les Ukrainiens vont avoir énormément de misère, même en recevant beaucoup de matériel,
à aller les porter à leurs soldats sur le front. Alors là, les Russes qui sont pas attaqués sur leur territoire auraient un avantage. Ils seraient plus près de leurs approvisionnements que même les Ukrainiens. Parce que, bon, s'ils pourraient faire ça, ils pourraient également faire la terre brûlée, c'est-à-dire détruire tout ce qu'il y a sur la rive nord du Dniepr, de façon à créer toutes sortes de problèmes à l'Ukraine. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de creuser une immense tranchée. Du côté nord-est, vous voyez que le fleuve Dniepr, là, il tourne à gauche, hein, alors, mais ils ont commencé à le faire, de creuser une immense tranchée qui suit toute la partie occupée par les Russes, de façon à faciliter justement la défense. Dans le domaine militaire, c'est toujours la défense qui est la plus forte par rapport à l'offensive, parce que vous vous servez du relief, vous vous cachez derrière des buttes, dans des tranchées, alors que l'autre, il se présente en courant ou avec ses tanks, puis des voyez. Alors, c'est beaucoup plus facile de se défendre que d'attaquer. Alors, c'est pour ça que ça prend du génie pour attaquer, puis se défendre, ça prend pas beaucoup de génie. Mais fait que vous vous servez vous pouvez faire des mouvements de nuit ou quand le ciel est nuageux pour déplacer ce que les Allemands faisaient à la Deuxième Guerre mondiale à la fin, pour déplacer leurs armées, leur matériel, etc. Il faut qu'ils utilisent des mercenaires, comme les Nord-Coréens, j'en ai parlé tantôt. Les Russes doivent utiliser au maximum, parce qu'ils sont très riches, les Russes, à cause du pétrole. Alors, ils devraient acheter tous les drones qu'ils peuvent trouver, autant sur le marché noir qu'en Iran, en Chine. Moi, je pense que la Chine alimente beaucoup la Russie. Ils sont très, très contents de voir les Occidentaux s'entretuer dans des territoires stratégiques comme l'Ukraine. Alors, acheter tout ce qu'ils peuvent pour faire mal à l'Ukraine, de façon à ce que sa population dise, là, il n'y a plus rien qui bouge, signons la paix, puis les Européens, c'est l'hiver, on crève de froid, les industries sont en train de faire faillite, OK, on se rend. Puis là, les Américains, sont obligés de dire, OK, on fait la paix, mais il faut arrêter cette guerre d'usure. Je parle du point de vue russe, là. Les Américains veulent que ça dure le plus longtemps possible. Ils peuvent également, les Russes pourraient également, pour hâter la paix, faire ce que les Américains ont fait en Baltique contre les pipelines russes, c'est-à-dire détruire le pipeline qui est entre la Norvège et la Pologne, sous la mer. Ils pourraient attaquer la production de pétrole qui est sur l'océan, dans la mer du Nord, qui alimente l'Europe, le peu de pétrole que les Européens ont dans la mer du Nord. Ils pourraient également détruire tous les câbles Internet sous-marins qui relient l'Europe à l'Amérique. Évidemment, pas tous, mais ils pourraient les faire à différents endroits. Autrement dit, ils pourraient faire très mal en faisant comme les Américains. Non, c'est évident que c'est les Américains qui ont fait ça. C'est pas nous, les Russes. Même propagande. Puis là, ils hâteraient la paix. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que je pense que les Russes pourraient faire, mais sans perdre la face pour obtenir. Puis c'est ça qu'ils espèrent faire maintenant, qu'ils ont compris que c'était une guerre d'usure. Ils veulent essayer de signer la paix sans perdre la face. Puis les Européens aussi. Alors, les Russes vont faire attention pour pas que les Européens se rendent de façon lâche ou de façon sans panache. Alors, c'est ce que ça va. Maintenant, dans cette guerre-là, il y a seulement que les États-Unis qui font des gains. Le territoire américain n'est pas touché. L'armée américaine n'est pas touchée. Les États-Unis ne sont pas touchés par la pénurie de gaz russe, ils n'en achètent pas. Alors, ils n'en ont pas besoin. Ils vendent eux-mêmes du gaz, on l'a dit tantôt, du gaz liquéfié à l'Europe. Alors, ils font de l'argent de ce côté-là. Les usines d'armement américains ont recommencé à produire à plein. Alors, ça relance un peu l'économie aux États-Unis. Plusieurs entreprises, par exemple Tesla, ont commencé à déplacer certaines de leurs productions de l'Europe vers les États-Unis. Ça réindustrialise les États-Unis. Par exemple, la fabrication de batteries électriques était censée se faire en Allemagne. Tesla est en train de déplacer ses machines pour les ramener au Texas. Alors, ça favorise encore les États-Unis. Les Européens, un autre avantage pour les États-Unis, c'est que les Européens, ils sont en train d'armer l'Ukraine avec des armes de très grande valeur, qui sont très avancées, très sophistiquées. Mais en faisant ça, ils se désarment eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de militaires en Europe qui disent, arrêtez d'en envoyer en Ukraine, on n'a plus rien pour se défendre nous. Si les Européens ont vidé leurs arsenaux, puis qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils sont en crise. C'est une crise d'endettement. Alors, ils ne pourront pas récupérer ce qu'ils vont avoir donné à l'Ukraine
mais ça favorise juste les États-Unis. Alors, les États-Unis, ils profitent de tout dans cette guerre-là, et surtout, ils affaiblissent la Russie. Ils montrent au monde entier. Ils sont en train de donner une leçon géopolitique au monde entier. Les Américains disent, j'en ai un peu parlé dans cette vidéo, ils disent que quand les amateurs parlent de la guerre, ils parlent de stratégie. On va contourner l'ennemi, on va l'attaquer par le côté, puis on va les encercler. Ça, c'est ce que les gens disent parce que c'est ce qui est visible. Les experts, eux, ils ne parlent pas de stratégie, ils parlent de logistique. Comment est-ce qu'on fait pour amener tout le matériel dont on a besoin? Puis c'est pour ça qu'il faut, quand on fait le mouvement d'encerclement, il ne faut pas faire sauter les ponts parce qu'il faut qu'on puisse passer pour amener du pétrole, amener de la nourriture, etc. Alors, c'est la logistique dont les experts se préoccupent. Puis là, quand vous faites la terre brûlée, comme ils font en Ukraine présentement, des deux côtés, ils s'entre-détruisent leur système de communication. Ben, vous détruisez le pays, détruisez son environnement. Puis ce que vous conquérez à la fin, là, quand vous allez avoir fait la conquête, ben, vous vous retrouvez avec un pays qui ne vaut plus rien parce que tout a été détruit. Les États-Unis, c'est une puissance maritime à logistique très simple. Les États-Unis peuvent partir des États-Unis puis aller partout sur le pourtour de l'Eurasie, puis se servir des pays côtiers pour lutter contre les puissances continentales comme la Russie ou la Chine, qui, eux, sont obligés de se battre avec des hommes, avec leur propre territoire, en polluant leur territoire, en détruisant leur territoire, s'ils veulent attaquer l'ennemi. Et c'est exactement ce que les Américains n'ont pas à faire. Alors, sur l'océan, vous avez seulement qu'à être la puissance dominante, puis vous contrôlez tous les points stratégiques comme le golfe de Gibraltar, le détroit d'Ormuz, de Bab el-Mandeb, le Cap Horn, Panama, le Saint-Laurent, etc. Tous ces endroits-là, vous les contrôlez. Alors, vous pouvez attaquer de tous côtés et vous financez les États côtiers Les gens, ils détestent toujours le voisin. Il y a un gars qui a dit, c'est facile d'aimer l'humanité, mais ce que je peux pas supporter, c'est le sale type qui habite juste à côté de chez moi. Alors, c'est toujours comme ça. Les Belges n'aiment pas les Français, les Japonais détestent les Chinois, les Coréens détestent les Japonais, les Indiens détestent les Chinois. Puis les gens, ils détestent les États-Unis, mais c'est un petit peu... C'est vrai, là. Mais je veux dire, par rapport à la haine qu'ils peuvent avoir les uns pour les autres en Eurasie, les États-Unis, quand il y a un gros problème, ils vont voir les États-Unis. Ils font ça depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant, même en 1917. Et ils vendent aux États-Unis intervenir pour régler le problème. Alors, les États-Unis ont bien sûr exagéré pendant très longtemps. Quand Eisenhower a quitté le pouvoir dans les années 50, il a fait son dernier discours, ça c'était vraiment frappant. Il dit « Méfiez-vous du complexe militaro-industriel ». Il parlait aux Américains. « Méfiez-vous du complexe militaro-industriel des États-Unis, ils vont vous amener dans toutes sortes d'aventures. » C'est essentiellement ce qu'il a dit dans son dernier discours. Là, c'est pour faire des armes que ce qu'ils allaient faire au Vietnam. En Corée, on peut comprendre, mais ça se comprenait au point de vue militaire parce que c'était une péninsule, puis c'est facile de fermer une péninsule, mais le Vietnam, avec une frontière, je ne sais plus quelle longueur, c'est des milliers de kilomètres, c'était complètement bête d'aller là. Ah non, il fallait vendre des bombes, du napalm, tout ça. C'est le complexe militaro-industriel qui faisait ça, puis qui se servait de toutes sortes de mensonges. En passant à la guerre du Vietnam, les Américains sont attaqués en mentant sur l'attaque près d'Hanoï. Là. Il aurait détruit un bateau américain. C'était faux, c'était un mensonge. C'est comme les armes de destruction massive en Irak contre Saddam Hussein. Alors, c'est le même scénario qui nous joue, mais c'est pas les Américains, les citoyens américains. Les citoyens américains, il est comme nous, ils se font embarquer dans des mensonges, puis il va se faire tuer, se battre. Il y a plein de gens qui sont aveugles aux États-Unis, ont perdu des jambes, qui sont morts, dans les guerres inutiles faites par l'Amérique aux quatre coins du monde. Des fois, c'était utile pour le reste du monde, mais en général, là, le Vietnam, là, c'est une belle sottise. Au point de vue militaire, on ne fait pas ça. On ne fait jamais un truc pareil. Ils l'ont fait pareil pour vendre des canons. Puis ils se sont retirés de façon honteuse. Même chose en Afghanistan. Qu'est-ce qui allait changer la culture des gens à coups de canon? C'est complètement bête. Bon, en tout cas, ils ont essayé de le faire. Alors, mais les Américains, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils font ce qu'une puissance maritime, qui a une logistique simple, fait et pour contre-attaquer en créant l'anarchie, en divisant pour régner. Vous divisez, vous avez des problèmes qui sont sur le continent, puis là, ben, vous allez simplement chercher ceux qui n'aiment pas l'autre pays,
Comme vous aidez la Corée du Sud contre la Corée du Nord, vous aidez les Japonais contre la Chine, etc. Puis, ben, eux autres, ils font le travail, comme l'Ukraine fait le travail pour les Américains, en tuant des Russes, en affaiblissant les Russes. L'Europe en entier a été affaiblie, parce que là, elle donne beaucoup d'argent à l'Ukraine. En passant, l'Ukraine, c'est tout corrompu, il y a beaucoup d'armes qui se retrouvent sur le marché noir. Bon, c'était le champion de la corruption, l'Ukraine. C'était pas des héros, là, il y a un an. Un an, c'était un des pays les plus corrompus du monde. Alors, ça continue, ça n'a pas changé, puis il y en a qui se font des milliards là, en Ukraine. Les armements, les fait exploser. Fait qu'en faire exploser 100 ou en faire exploser 75, ça ne change pas grand-chose, mais il faut en vendre 25%. Alors, il y a beaucoup de vols qui se produisent présentement en Ukraine, mais ça, c'est leur culture, c'est fait comme ça. L'Europe a été très affaiblie à tous les points de vue, puis elle va l'être encore plus avec la crise d'endettement qui commence. Alors, l'Europe va se retrouver dans une très mauvaise situation au niveau militaire et économique très rapidement. C'est une question de mois. Avant, on parlait d'années, là, mais là, c'est quelques mois. C'est déjà commencé, en fait. Il est trop tard désormais aujourd'hui, cette année, pour réparer les pipelines que les Américains ont fait sauter dans la mer Baltique. Alors, c'est certain que l'Europe, pendant 2-3 ans, va avoir des problèmes pour se chauffer, pour faire fonctionner son industrie. L'Europe, elle a la nature du continent. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont fermé leurs centrales nucléaires dans beaucoup de pays, plusieurs pays, ou diminué dans beaucoup de pays. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont très peu de matières premières. Ils n'ont pas de jeunes pour relancer tout le système. Il y a un paquet de vieux qui vit aux dépens des jeunes qui travaillent, puis là, ben, il manque de jeunes, puis ça ne marche plus. Ils ont trop d'immigrants, ça coûte trop cher. La diversité, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Toutes les civilisations connues, toutes les sociétés connues du monde ont essayé d'uniformiser leur population, d'avoir une seule religion, les guerres de religion en Europe, d'avoir une seule religion, un seul roi, un seul système métrique ou anglais, etc. On essaie, c'est la même chose pour la mentalité, etc. On essaie d'uniformiser parce que ça fait une belle machine où tout le monde coopère et ça fonctionne bien. Quand vous créez de la diversité comme ils le font artificiellement et bêtement un peu partout en Europe, vous multipliez les demandes. Alors, les Juifs veulent qu'on badigeonne les fenêtres des gymnases parce qu'ils ne veulent pas voir on a eu ça au Québec, ils ne veulent pas voir les filles qui se promènent qui font du sport. Vous avez les musulmans qui veulent des mosquées, ils veulent pouvoir crier l'appel à la prière dans les villes. Ils veulent des droits spéciaux. Ils veulent pas qu'on appuie Israël. Bon, en tout cas, on a ça au Québec, on a ça partout en Occident. Quand vous faites ça, vous multipliez les coûts. Au Québec, par exemple, on a des écoles arméniennes, on a des écoles judaïques, juives, on a des écoles musulmanes où ils enseignent le Coran, ces choses-là. Ça coûte très cher tout ça. Et les langues, au Québec, on le sait, hein, les deux langues, ça coûte extrêmement cher. C'est beaucoup plus simple d'avoir une seule langue. Les guerres de religion, ben, c'était ça, on essayait d'uniformiser. Ils ont fini par uniformiser l'Angleterre en étant anglicans. Puis les Français, après les guerres de religion, ont réussi à faire un pays catholique. Mais il y avait des protestants en France. Bon. Puis même l'idéologie politiquement correcte ou woke, ils essaient de forcer tout le monde à penser comme eux. Alors, c'est naturel d'essayer d'unir un peuple, c'est un instinct naturel. Ça prend beaucoup de richesse pour s'amuser à faire l'inverse. Ça, j'en ai suffisamment parlé. Là, avec la crise qui commence, ben là, vous allez avoir une tentative d'uniformiser les nations. Ça risque d'être assez laid dans beaucoup de pays. Alors, c'est ce que je pense. Bon. Alors, l'Europe est mal placée. Elle n'a pas de véritables hommes d'État. C'est tous des gens qui pensent à court terme. Macron, Merkel, ça vaut pas cher, là, ça vole pas haut, là. Boris Johnson. C'est pas comme, au moins la Chine pense à l'échelle du siècle. Mais aujourd'hui, il faudrait des gens qui pensent à l'échelle du millénaire, c'est-à-dire faire les gros investissements nécessaires aujourd'hui pour que ça dure longtemps. L'Empire romain nous a laissé plein d'infrastructures dont on se sert encore aujourd'hui, parce qu'ils pensaient être là pour des millénaires. Alors, les routes en Italie sont souvent sur d'anciennes routes romaines, bien assises, sur du bon sol, c'était du solide. On utilise toute une série d'aqueducs bâtis par les Romains. On utilise la Cloaca Maxima à Rome, est encore utilisé. L'égout central de Rome, antique, fonctionne encore aujourd'hui. Évidemment, il y a eu d'autres, ça s'est beaucoup développé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense à long terme, on prépare le pays en conséquence, puis on fait les investissements en conséquence. C'est l'inverse qu'on a fait
depuis 50 ans d'Occident. On ne répare pas les routes, on ne répare pas les ponts, on ne répare pas le pont Champlain, on laisse tout aller en... Puis à un moment donné, on se retrouve avec une gigantesque infrastructure qui est en déclin. Alors, c'est ce que l'Europe va vivre et l'Europe a été affaiblie. Autrement dit, les Américains sont devenus plus forts avec la guerre, l'Europe a été affaiblie, l'Ukraine a été détruite, la Russie a perdu la face et la Chine qui regarde aller, elle se dit ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose à Taïwan, les Américains. Alors, l'embouteillage de la Russie, là, à laquelle on assiste aujourd'hui, tout le temps, elle attaque la Russie, puis les Russes essaient de se sortir de là parce qu'ils réalisent qu'ils ont fait une erreur. Ils se rendent compte que les États-Unis font ce que disait Napoléon. Interrompez pas quelqu'un, l'ennemi qui fait l'erreur. Alors, les Chinois, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ils sont en train de construire la route de la soie. Les Américains les laissent faire. La route de la soie terrestre, la route de la soie maritime. Les Américains peuvent facilement foutre le bordel là-dedans. Alors, les Chinois sont en train de dépenser des centaines de milliards de dollars pour bâtir leur route de la soie, que les Américains, très facilement, simplement en se faisant allier avec les États côtiers de la route de la soie, vont pouvoir embouteiller la Chine. Alors, c'est une leçon de géopolitique que les Américains viennent de donner au reste du monde et qu'ils ont prouvé que même en déclin prononcé, même à la veille d'une crise définitive, même avec des taux d'intérêt qui crèvent le plafond partout en Europe, en Occident et surtout aux États-Unis, les Américains sont en position, juste à cause de leur position géographique maritime, de foutre le bordel dans ce qu'on appelle l'île mondiale, c'est-à-dire les 3 continents, Asie, Europe, Afrique. Et ça va être de même tout le temps, sauf bien sûr si les États-Unis se divisaient en plusieurs morceaux. Ce qui pourrait arriver, mais je n'y crois pas vraiment. Et on verra bien ce qui va arriver. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Dernière chose, n'oubliez pas de mettre un pouce après cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la distribuer parmi vos amis, de la distribuer pour le net. Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo que je vous ai recommandée pour voir Biden qui dit on va détruire, si jamais les Russes rentrent en Ukraine, on va détruire Nord Stream 1 et 2, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'ils disent à la population. Alors merci, à la prochaine.